Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, cher rediff, bienvenue à cette deuxième partie de votre soirée Horrifiques Histoires. Braves gens, bienvenue dans cette nouvelle histoire. Par-delà le mur du sommeil, une nouvelle écrite par Howard Phillips Lovecraft en 1919, à l'été 1919 apparemment, et publiée pour la première fois en octobre 1919, dans la revue Pine Cones. Moi j'ai avec les dates, merci Fatagost. Allez, c'est y par ma gueule. Je me suis souvent demandé si la majorité du genre humain prend jamais le temps de réfléchir à la signification, formidable parfois, des rêves et du monde obscur auquel ils appartiennent. Bien que la plupart de nos visions nocturnes ne soient peut-être rien d'autre que de vagues et bizarres reflets de nos expériences à l'état de veille, n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril, il en reste néanmoins dont le caractère dépaysant et éthéré ne permet aucune interprétation banale et dont les faits vaguement provocateur et inquiétant, évoque la possibilité de brefs aperçus dans une sphère d'existence mentale non moins importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière pratiquement infranchissable. D'après mon expérience, je ne puis douter que cet homme qui a perdu sa conscience de terrien séjourne en réalité dans une vie autre et incorporelle, d'une nature fort différente de la vie que nous connaissons, et dont ne demeurent au réveil que les souvenirs les plus fragiles et les plus confus. De ces souvenirs flous et fragmentaires, on peut tirer beaucoup de déductions, mais peu de preuves. On devine que dans la vie des rêves, le matériel et le vivant ne sont pas nécessairement immuables, et que le temps et l'espace n'existent pas tels que les saisit notre moi éveillé. Je pense quelquefois que cette existence moins matérielle est notre vie véritable, et que notre vaine présence sur le globe terraqué est elle-même le phénomène secondaire, ou simplement virtuel. Ce fut d'une rêverie juvénile, pleine de spéculations de ce genre, que j'émergeai un après-midi de l'hiver 1900-1901, lorsqu'on amena dans l'établissement public de psychopathologie où j'exerçais les fonctions d'interne, l'homme dont le cas, depuis, n'a jamais cessé de me hanter.
Il fut inscrit sous le nom de Joe Slater, ou Slader, et il avait le type caractéristique d'un montagnard des Catskills. Un de ces rejetons étranges et repoussants d'une race paysanne primitive de colons que près de 3 siècles d'isolement dans les repères accidentés d'une campagne peu fréquentée avait plongé en une sorte de dégénérescence barbare, au lieu qu'ils progressent comme leurs congénères plus heureux des districts fortement peuplés. Chez ces gens bizarres, équivalent exact de l'élément décadent des petits blancs du Sud, il n'est ni loi, ni morale, et leur niveau mental est probablement inférieur à celui de n'importe quel autre groupe américain de souche. Merci beaucoup Fantomas du follow et bienvenue. Joe Slater, qui arriva dans notre établissement sous la garde vigilante de 4 agents de police et qui fut décrit comme très dangereux, ne présentait assurément aucun signe de ce naturel redoutable quand je l'aperçus pour la première fois. Malgré une taille au-dessus de la moyenne et un corps plutôt vigoureux, il avait l'allure ridicule d'un inoffensif idiot, avec ses petits yeux larmoyants d'un bleu pâle et sans vie, les poils rares d'une barbe jaune hirsute non taillée et la lourde lèvre inférieure qu'il laisse pendre mollement. On ne connaissait pas son âge, car chez ces gens-là, il n'existe ni archive familiale, ni lien permanent de parenté. Mais d'après la calvitie à l'avant du crâne et le mauvais état des dents, le médecin-chef inscrivit que l'homme avait la quarantaine. Les documents médicaux et légaux nous apprirent tout ce qu'on pouvait recueillir sur son cas. Vagabond, chasseur et trappeur, cet homme avait toujours paru étrange aux yeux de ses primitifs compagnons. La nuit, il dormait habituellement plus qu'il n'est normal, et souvent à son réveil, il parlait de choses inconnues, de façon si bizarre qu'il inspirait la crainte même au cœur d'une populace sans imagination. Non que son langage eût une forme exceptionnelle, car il n'employait jamais que le patois corrompu de son entourage. Mais le ton et la teneur de ses propos étaient d'une si mystérieuse extravagance que nul ne pouvait les écouter sans frayeur. Il était lui-même, en général, aussi terrifié et déconcerté que ses auditeurs, et 1 heure après son réveil, il oubliait tout ce qu'il avait dit, ou du moins tout ce qu'il avait poussé à parler comme il l'avait fait. Retombant dans un état normal de semi-amabilité bovine, propre aux autres montagnards. À mesure que Slater vieillissait, disait-on, ses aberrations matinales devenaient peu à peu plus fréquentes et plus violentes. Jusqu'à ce que, 1 mois environ avant son arrivée à l'établissement, survint l'affreux drame qui entraîna son arrestation par les autorités. Un jour, vers midi, après un profond sommeil commencé dans une débauche de whisky aux environs de 5 heures l'après-midi précédent, l'homme s'était réveillé tout à coup, avec des hurlements si horribles et si prodigieux qu'ils avaient attiré plusieurs voisins dans sa cabane, immonde porcherie où il vivait avec une famille aussi indescriptible que lui. Se ruant dehors dans la neige,
il avait dressé ses bras vers le ciel et entrepris une série de bonds pour s'élever tout droit en l'air. Ce faisant, il criait sa résolution d'atteindre certaines grandes cabanes avec du brillant au toit, au mur et par terre, et la drôle de musique bruyante tout là-bas. Alors que deux hommes de taille moyenne s'efforçaient de le maîtriser, il s'était débattu de toute sa force et sa rage de fou, braillant son désir, son besoin de trouver et tuer cette chose qui reluit, tremble et rit. Enfin, après avoir abattu provisoirement d'un brusque coup de poing l'un de ses gardiens, il s'était jeté sur l'autre, dans une transe démoniaque de folie sanguinaire, vociférant comme un diable qu'il allait bondir en l'air là-haut, en brûlant sur son passage tout ce qu'il arrêterait. Famille et voisins s'étaient alors sauvés, pris de panique, et quand les plus courageux revinrent, Slater avait disparu, laissant derrière lui une sorte de bouillie inidentifiable qui, une heure plus tôt, était un homme vivant. Aucun des montagnards n'osa le poursuivre, et il est probable qu'il se serait félicité de le savoir mort de froid. Mais lorsque, plusieurs matins plus tard, ils entendirent au loin ces cris venant d'un ravin, ils durent admettre qu'il avait réussi à survivre et que, d'une manière ou d'une autre, il faudrait s'en débarrasser. S'ensuivit alors une expédition de secours armés qui devint, quel qu'ait pu être son premier but, un détachement du shérif, quand un des membres, rarement populaires de la police montée, repéra par hasard les chercheurs, puis les interrogea et finit par se joindre à eux. Le troisième jour, Slater fut retrouvé sans connaissance dans un arbre creux et mené à la prison la plus proche où des aliénistes venus d'Albanie l'examinèrent dès qu'il eut retrouvé ses sens. Il leur raconta une histoire toute simple. Il s'était, disait-il, endormi un après-midi à peu près au coucher du soleil après avoir beaucoup bu. Il s'était retrouvé au réveil debout dans la neige devant sa cabane, les mains pleines de sang, avec à ses pieds le cadavre mutilé de son voisin, Peter Slater. Horrifié, il était parti à travers bois en un vague effort pour fuir la scène de ce qui avait dû être son crime. À part cela, il semblait ne rien savoir. Et l'interrogatoire habile de ses enquêteurs ne put en tirer aucun élément de plus. Cette nuit-là, Slater dormit paisiblement. Et il s'éveilla le lendemain matin sans symptômes particuliers, sinon un certain changement d'expression. Le docteur Barnard, qui avait observé le patient, crut remarquer dans les yeux bleus clairs une lueur singulière, et dans les lèvres molles une fermeté presque imperceptible, comme celle d'une résolution intelligente. Mais sollicité, Slater retomba dans l'habituelle apathie du montagnard et ne fit que répéter
ce qu'il avait dit la veille. Le 3e matin, l'homme eut sa première crise de folie. Après avoir manifesté une certaine agitation dans son sommeil, il explosa en un transport si violent qu'il fallut les efforts de 4 hommes pour lui passer la camisole de force. Les aliénistes écoutèrent très attentivement ces paroles, car leur curiosité avait été vivement alertée par les histoires suggestives, bien que généralement contradictoires et incohérentes, de sa famille et de ses voisins. Slater délira pendant plus d'1 quart d'heure, jasant dans son dialecte d'homme des bois au sujet de verts édifices de lumière, d'océans d'espace, de musique étrange, de montagnes et de vallées ombreuses. Mais il insistait surtout sur une mystérieuse entité flamboyante qui tremblait, riait et se moquait de lui. Ce personnage, immense et vague, semblait lui avoir fait beaucoup de mal. Et son désir suprême était de le tuer en une revanche triomphale. Pour l'atteindre, disait-il, il s'élancerait à travers des abîmes de vide, brûlant tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Ainsi se pressaient ses paroles, jusqu'au moment où, avec une soudaineté incroyable, il se tut. Le feu de la démence s'éteignit dans ses yeux, et avec un morne étonnement, il regarda ceux qui l'interrogeaient et demandaient pourquoi il était attaché. Le docteur Barnard déboucla le harnais de cuir et ne le remit pas avant la nuit, quand il eut réussi à persuader Slater de le revêtir de son propre gré pour son bien. L'homme avait alors reconnu qu'il disait parfois des choses étranges, et sans savoir pourquoi. Pendant une semaine, 2 nouvelles crises se produisirent, mais les médecins en apprirent peu de choses. Ils méditèrent longuement sur la source des visions de Slater, car, puisqu'ils ne savaient ni lire, ni écrire, et n'avaient apparemment jamais entendu de légendes ou de contes de fées, sa magnifique imagerie était tout à fait inexplicable. Elle ne peut venir d'aucun mythe ou récit romanesque. C'était particulièrement évident, étant donné que le malheureux aliéné ne s'exprimait que dans son parler tout simple. Il divaguait sur des choses qu'il ne comprenait pas et ne pouvait interpréter, des choses qu'il prétendait avoir vécues, mais qu'il n'avait pu apprendre d'aucun récit ordinaire ou logique. Les aliénistes conclurent bientôt que des rêves anormaux étaient à la base des troubles. Des rêves dont le caractère impressionnant pouvait momentanément dominer tout à fait, à l'état de veille, l'esprit de cet homme fondamentalement inférieur. Slater fut jugé pour meurtre, en bonne et due forme, acquitté pour cause d'aliénation mentale et confié à l'établissement où j'occupais une
si modeste fonction. J'ai dit que j'étais un inlassable observateur de la vie onirique, et l'on imagine donc avec quelle ardeur je me consacrais à l'étude du nouveau patient dès que je me fus bien informé des données de son cas. Il semblait sentir en moi une certaine sympathie, en raison sans doute de l'intérêt que je ne pouvais dissimuler et de la douceur avec laquelle je l'interrogeais. Non qu'il m'ait jamais reconnu pendant ces crises, tandis que je me penchais, retenant mon souffle sur ces évocations incohérentes, mais cosmiques. Il me connaissait bien, en revanche, dans ces heures calmes, quand, assis près de sa fenêtre à barreaux, il tressait des paniers de paille et d'osier, en soupirant peut-être après la liberté de la montagne, dont il ne jouirait jamais plus. Jamais sa famille ne venait le voir. Elle avait probablement trouvé un chef temporaire, selon l'usage des montagnards décadents. Bonsoir, Solène Kim, et bienvenue. Je ressentis peu à peu un émerveillement confondant devant les conceptions insensées et fabuleuses de Joe Slater. L'homme lui-même était lamentablement inférieur par la mentalité comme par le langage. Mais ces visions éclatantes de titans, même décrites en un jargon barbare et incohérent, étaient de celles que seul un esprit supérieur, ou même exceptionnel, pouvait concevoir. Comment, me demandais-je souvent, l'imagination pesante d'un dégénéré des Catskills pouvait-elle faire apparaître des spectacles dont la jouissance même dénotait une secrète étincelle de génie? Comment ce lourdeau d'un pays perdu aurait-il acquis ne fût-ce que l'idée de ces royaumes étincelants du rayonnement et de l'espace céleste sur lesquels Slater déchaînait l'emphase de son délire? De plus en plus, j'inclinais à croire que dans la navrante personnalité qui s'humiliait devant moi, gisait le noyau déséquilibré d'une chose qui passait ma compréhension et dépassait infiniment la compréhension de mes collègues scientifiques et médecins, plus expérimentés mais moins imaginatifs. Bonsoir Flexo et le Pimi, et merci. Et pourtant, je ne pouvais obtenir de cet homme rien de précis. De toute mon enquête, il résultait que dans une sorte de vie onirique, semi-corporelle, Slater errait ou flottait à travers de resplendissants et prodigieux vallons, prairies, jardins, cités et palais de lumière, dans une contrée sans limite et inconnue de l'homme. Que là, il n'était ni paysan, ni dégénéré, mais une créature d'importance et d'une vie éclatante, se déplaçant fièrement, avec autorité, et contrecarré seulement par certains ennemis mortels, qui semblaient un être de structure visible, bien qu'éthéré, sans avoir apparemment forme humaine. Car Slater n'en parlait jamais comme d'un homme, ou quoi que ce soit d'autre qu'une chose.
Cette chose avait fait à Slater un mal atroce, mais innommé, que le fou, s'il était fou, brûlait de venger. Des allusions de Slater à leur relation, je conclus que lui et la chose lumineuse s'étaient rencontrés sur un pied d'égalité, que dans son existence onirique, l'homme était lui-même une chose lumineuse de la même race que son ennemi. Cette impression était confirmée par ses fréquentes mentions de vol à travers l'espace et de brûler tout ce qui entravait son avance. Ces idées, cependant, étaient formulées en termes paysans, tout à fait insuffisants à les rendre, et ceci m'amena à conclure que s'il existait vraiment un monde onirique, on n'y utilisait pas le langage oral comme moyen de transmission de la pensée. Se pouvait-il que l'âme rêveuse qui habitait ce corps inférieur luttât désespérément pour exprimer des choses que la langue hésitante de la stupidité était inapte à prononcer? Se pouvait-il que je sois en présence d'émanations intellectuelles qui expliqueraient le mystère si j'apprenais seulement à les découvrir et les déchiffrer? Je ne dis rien de tout cela aux médecins plus âgés, car l'âge mûr est sceptique, cynique et peu enclin à accueillir les idées neuves. D'ailleurs, le directeur de l'établissement m'avait récemment fait observer, d'un ton paternel, que je me surmenais et que mon esprit avait besoin de repos. J'étais depuis longtemps persuadé que la pensée humaine est faite essentiellement de mouvements atomiques ou moléculaires, convertibles en ondes de l'éther ou énergie rayonnante comme la chaleur, la lumière et l'électricité. Cette conviction m'avait conduit très tôt à envisager la possibilité d'une communication télépathique ou mentale au moyen d'un dispositif approprié. Et pendant mes années d'université, j'avais monté un ensemble d'appareils, émetteurs et récepteurs, assez semblables aux engins encombrants utilisés pour la télégraphie sans fil, à ce stade rudimentaire qui précéda la radio. J'en avais fait l'essai avec un camarade, mais n'obtenant aucun résultat, je les avais bientôt rangés avec tout un bric-à-brac scientifique pour m'en servir éventuellement plus tard. Alors, dans mon désir intense d'explorer la vie onirique de Joe Slater, je recherchais ces appareils et passais plusieurs jours à les remettre en état de marche. Quand ils furent prêts de nouveau, je ne manquai aucune occasion de les essayer. Chaque fois qu'éclatait la violence de Slater, je fixais l'émetteur sur son front et le récepteur sur le mien, en effectuant sans cesse des réglages délicats à la recherche de toutes sortes d'hypothétiques longueurs d'onde d'énergie intellectuelle. Je n'imaginais que très vaguement comment les impressions de pensée, même si leur transmission était réussie, pourraient éveiller dans mon cerveau une réponse intelligente. Mais j'étais certain de savoir les détecter et les interpréter. Je continuais donc mes expériences, sans pourtant révéler la nature à qui que ce fût.
Tout arriva le 21 février 1901. Lorsque je regarde en arrière à travers les années, je me rends compte à quel point cela semble irréel. Et je me demande parfois si le vieux docteur Fenton n'avait pas raison d'attribuer tout cela à mon imagination échauffée. Je me souviens qu'il m'écouta avec beaucoup de bonté et de patience quand je le lui racontais. Mais ensuite, il me donna un calmant et fit en sorte que je parte en congé pour un semestre dès la semaine suivante. Bonne nuit, Rosalia. Merci beaucoup. Et bon l'heure que j'imagine, du coup. Peut-être. En cette nuit fatidique, j'étais terriblement agité et inquiet, car en dépit des soins excellents qu'il avait reçus, Joe Slater était manifestement mourant. Peut-être se languissait-il de la liberté des montagnes, ou peut-être le tumulte de son cerveau était-il devenu trop violent pour sa constitution plutôt apathique. Quoi qu'il en soit, la flamme de la vie vacillait faiblement dans le corps délabré. Il s'assoupit vers la fin et, à la tombée de la nuit, s'abandonna à un sommeil agité. Je ne lui mis pas la camisole de force comme on le faisait d'habitude quand il dormait, car il me parut trop faible pour être dangereux. Même s'il éveillait encore une fois, en pleine crise, avant de s'éteindre. Mais j'ajustais sur sa tête et la mienne les deux pôles de ma radio cosmique, espérant contre tout espoir un premier et dernier message du monde onirique dans le peu de temps qui restait. Il y avait avec nous dans la cellule un infirmier, individu médiocre qui ne comprit pas le but de l'appareil, ni ne songea à s'enquérir de mes intentions. À mesure que les heures passaient, je vis sa tête endormie s'affaisser lourdement. Mais je ne le dérangeais pas. Bercé moi-même par la respiration rythmée du bien portant et du mourant, je dus m'assoupir un peu plus tard. Le son d'une étrange mélodie lyrique fut ce qui m'éveilla. Accords, vibrations, extases harmoniques se répondaient passionnément de tous côtés, tandis que devant mes yeux ravis éclatait le prodigieux spectacle de la suprême beauté. Des murs, des colonnes et des architraves de feu vivants flamboyaient, brillant de mille feux autour de l'endroit où je flottais, semblait-il, dans les airs, se prolongeant vers le ciel, jusqu'à la hauteur infinie d'un dôme voûté d'une indescriptible splendeur. Se mêlant à ce déploiement de magnificence architecturale, ou plutôt l'éclipsant parfois en une rotation kaléidoscopique, passaient
des aperçus de vastes plaines et d'attrayantes vallées, de hautes montagnes et de grottes accueillantes, parées de tous les attraits délectables de paysages que mes yeux enchantés pouvaient imaginer, entièrement formés pourtant de quelle quantité rayonnante, éthérée, plastique, dont la texture participait autant de l'esprit que de la matière. Dans ma contemplation, je m'aperçus que mon propre cerveau possédait la clé de ces métamorphoses enchanteresses, car chaque vue qui réapparaissait était celle que je désirais le plus admirer. Dans ce royaume élyséen, je ne résidais pas en étranger, car chaque image, chaque son m'était familier, comme il l'avait été avant, pendant d'innombrables éternités, et le serait encore pour les éternités à venir. Puis, l'aura resplendissante de mon frère de lumière s'approcha et s'entretint avec moi, d'âme à âme, en silence et parfaite communion de pensée. C'était l'heure du triomphe tout proche, car mon semblable dans l'être n'échappait-il pas enfin à l'humiliation d'un esclavage périodique? N'y échappait-il pas à tout jamais, et ne se préparait-il pas à poursuivre l'oppresseur maudit jusqu'aux régions extrêmes de l'éther, et à exercer sur lui l'ardeur d'une vengeance cosmique qui ferait trembler les sphères? Nous flottâmes assis un certain temps, puis je m'aperçus que les objets autour de nous s'estompaient un peu et disparaissaient, comme si quelque force me rappelait sur terre, où je n'avais pas le moindre désir d'aller. La forme près de moi sembla elle aussi subir un changement, car peu à peu, elle acheva son discours et se prépara à quitter la scène, s'effaçant devant mes yeux un peu moins vite que les autres objets. Quelques pensées encore s'échangèrent, et je compris que l'être lumineux et moi étions rappelés en esclavage. Mais pour mon frère de lumière, ce serait la dernière fois. La pitoyable enveloppe planétaire étant presque anéantie, dans moins d'une heure, mon compagnon serait libre de pourchasser l'oppresseur le long de la Voie lactée et au-delà des plus lointaines étoiles, jusqu'aux confins de l'infini. Un choc, très net, sépare ma dernière impression du décor lumineux en train de s'effacer et mon brusque réveil, un peu honteux, lorsque, me redressant dans mon fauteuil, je vis la silhouette du mourant bouger vaguement sur le lit. Joe Slater s'éveillait en effet, probablement pour la dernière fois. En l'observant de plus près, je m'aperçus que sur les joues cireuses luisaient des taches de couleur qui ne s'y étaient jamais trouvées. Les lèvres aussi semblaient différentes, fermement serrées comme par l'énergie d'un caractère plus fort que n'avait été celui de Slater. Enfin, tout le visage se tendit, et la tête aux yeux clos
s'agita en tous sens. Sans réveiller l'infirmier endormi, je rajustais le serre-tête légèrement dérangé de ma radio télépathique afin de capter le message d'adieu que le rêveur pourrait avoir à transmettre. Tout à coup, la tête se tourna vivement dans ma direction et les yeux s'ouvrirent, me causant une telle stupeur que je ne pus détourner les miens de ce que je vis. L'homme qui avait été Joe Slater, le dégénéré des Catskills, me regardait avec des yeux lumineux, éclatants, dont le bleu semblait étrangement plus intense. Ni folie, ni dégénérescence dans ce regard-là. Et je sentis sans le moindre doute que je contemplais un visage derrière lequel il y avait un esprit agissant d'un ordre supérieur. À ce moment, mon cerveau prit conscience que, de l'extérieur, une ferme influence s'exerçait sur lui. Fermant les yeux pour concentrer plus profondément ma réflexion, je fus récompensé par la certitude positive que mon message mental, tant cherché, était enfin arrivé. Chaque idée transmise se formait rapidement dans mon esprit et, bien qu'aucun langage réel ne fût employé, j'avais une telle habitude d'associer conception et expression qu'il me semblait recevoir le message en anglais courant. Joe Slater est mort, dit la voix impressionnante d'un envoyé de par-delà le mur du sommeil. Mes yeux ouverts scrutaient le lit de souffrance avec une étrange horreur. Mais les yeux bleus maintenaient leur calme regard. L'expression restait animée, intelligente. Mieux vaut qu'il soit mort, car il était incapable d'assumer l'intelligence agissante d'une entité cosmique. Son corps grossier n'a pas pu supporter les ajustements nécessaires entre la vie éthérée et la vie sur la planète. Il était trop animal et trop peu homme. Pourtant, c'est à travers son insuffisance que tu en es venu à me découvrir, car les âmes cosmiques et planétaires ne devraient normalement jamais se rencontrer. Il a vécu dans mon tourment et ma prison diurne pendant 42 de vos années terrestres. Je suis une entité comme celle que tu deviens toi-même dans la liberté du sommeil sans rêve. Je suis ton frère de lumière, et j'ai flotté avec toi dans les vallées resplendissantes. Il ne m'est pas permis de parler de ton moi véritable à ton moi terrestre à l'état de veille. Mais nous sommes tous des vagabonds des vastes espaces et des voyageurs des siècles. L'année prochaine, peut-être, résiderai-je dans cette Égypte que vous appelez ancienne, ou dans le cruel empire de Tsanshan, qui doit venir dans 3000 ans. Nous avons dérivé, toi et moi, jusqu'au monde qui tournoie autour d'Arcutus la Rouge, et habité les corps des insectes philosophes qui rampent fièrement sur la 4e lune de Jupiter. Que le moi terrestre sait peu de choses de la vie et de son ampleur, et qu'il doit en effet en savoir peu
pour sa propre quiétude. De l'oppresseur, je ne peux rien dire. Vous autres sur Terre avez dû le savoir ressentir, sa présence lointaine. Vous qui, sans le connaître, avez, à la légère, nommé ce phare scintillant Algol, l'étoile du démon. C'est pour affronter et vaincre l'oppresseur que j'ai lutté en vain depuis des éternités, entravé par les pesanteurs matérielles. Ce soir, je pars telle une némésis porteuse d'une juste vengeance, d'un embrasement cataclysmique. Cherche-moi dans le ciel, tout près de l'étoile du démon. Je ne puis t'en dire davantage, car le corps de Joe Slater devient froid et rigide, et sa cervelle grossière cesse de vibrer à mon gré. Tu as été mon seul ami sur cette planète, la seule âme qui m'ait deviné et cherché dans la dépouille répugnante qui gît sur ce lit. Nous nous reverrons, peut-être dans les brumes rayonnantes de l'épée d'Orion, peut-être sur un plateau désolé de l'Asie préhistorique, peut-être ce soir même, dans des rêves que tu oublieras, ou peut-être sous quelque autre forme, dans une éternité, quand le système solaire aura été anéanti. À ce moment, les ondes de pensée cessèrent brusquement, et les yeux clairs du rêveur, ou dois-je dire du mort, commencèrent à devenir vitreux. Dans une semi-hébétude, je m'approchai du lit et tâtai son poignet, que je trouvai froid, rigide et sans pulsation. Les joues cireuses blêmirent de nouveau, et les lèvres épaisses se relâchèrent, découvrant les crocs hideusement pourris de Joe Slater le dégénéré. Frissonnant, je tirai une couverture sur l'horrible visage et réveillai l'infirmier. Puis je quittai la cellule et regagnai ma chambre, en silence. J'éprouvais le besoin impérieux et inexplicable d'un sommeil, dont je ne me rappellerai pas les rêves. Que dire de plus ? Quel simple récit scientifique peut se vanter d'un tel effet d'éloquence ? Je me suis contenté de rapporter certaines choses que je considère comme des faits, vous laissant le soin de les interpréter à votre guise. Comme je l'ai déjà reconnu, mon supérieur, le vieux docteur Fenton, nie la réalité de tout ce que j'ai raconté. Il jure que j'étais à bout de tension nerveuse et que j'avais grand besoin du long congé payé qu'il m'a si généreusement accordé. Il me certifie sur son honneur professionnel que Joe Slater
n'était qu'un vulgaire paranoïaque, dont les idées fantastiques venaient sans doute des frustes contes populaires qui se transmettaient de génération en génération, même dans les communautés les plus décadentes. Mais il a beau dire, je ne puis oublier ce que j'ai vu dans le ciel la nuit qui suivit la mort de Slater. De peur que vous ne me preniez pour un témoin prévenu, une autre plume doit ajouter ce dernier témoignage, qui vous apportera peut-être l'ultime péripétie que vous attendez. Je cite mot pour mot la déclaration suivante concernant l'étoile Nova Persei dans l'article de l'éminent professeur Gareth P. Serviss, qui fait autorité en astronomie. Le 22 février 1901, une nouvelle étoile remarquable a été découverte par le Dr Anderson d'Édimbourg, à peu de distance d'Algol. Aucune étoile n'avait été observée à cet endroit auparavant. En 24 heures, la nouvelle venue était devenue si brillante qu'elle éclipsait Capella. Une semaine ou deux plus tard, elle avait visiblement perdu son éclat. Et au bout de quelques mois, on la discernait à peine à l'œil nu.